Donc la séance prochaine, c'est une séance de rhumatologie. Donc j'appelle professeur Mustafa Fadili et docteur Tassi Abdelhak qui va modérer la session. Alors, on va entamer la séance de rhumatologie avec le professeur Mustafa Fadili, qui est chef de service L4 de traumato à Casa et professeur d'anatomie à l'université Hassan de Casa, l'Ayoun, Ben Millal et l'UM6 à Casa. Bien, vous, monsieur. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie vivement Sir Abdelhak pour son aimable invitation, ainsi que Younes et tous les membres du laboratoire Sotaima qui ont organisé ce cours sur les lombalgies. Donc, comme définition, lombalgie représente donc un symptôme, ce n'est pas une maladie. Donc, c'est une douleur qui va aller de la région lombaire, c'est-à-dire au niveau de la charnière dorso-lombaire jusqu'à la région du pli fessier. Et elle est accompagnée généralement d'une limitation de la mobilité au niveau du rachis. Donc lombalgie, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Et qui dit symptôme, on va avoir plusieurs étiologies. C'est une pathologie extrêmement fréquente. Et c'est une pathologie qui représente 70 à 85% des adultes vont souffrir au moins une fois dans la vie d'un épisode de lombalgie. C'est la deuxième raison de consultation médicale et 7% des arrêts du travail. Deux types de lombalgie. Lombalgie dite commune, elle est non spécifique, elle est caractérisée par une origine purement mécanique, il n'y a pas de signe associé, il n'y a pas de signe de gravité. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle la lombalgie secondaire ou bien spécifique et qui va s'accompagner bien sûr d'autres signes de gravité qu'on doit chercher pour ne pas passer à côté d'une lombalgie secondaire. La lombalgie commune, heureusement, elle représente 70 à 80% des lombalgies. C'est un problème de santé publique. Il a un impact économique social important et c'est un problème de santé au travail. Par contre, la lombalgie secondaire, elle est heureusement plus rare. Et le secondaire a une étiologie tumorale, infectieuse, inflammatoire ou autre. Selon la durée, nous avons la lombalgie commune ou bien la lombalgie aiguë. Elle est d'apparition aiguë et une lombalgie chronique. Quelle est la différence entre les deux ? Quand la lombalgie dure plus que 3 mois, on peut dire qu'elle est passée vers la chronicité. Une bonne compréhension de la pathologie va aboutir automatiquement à une bonne prise en charge, que ce soit sur le plan diagnostique, conduite thérapeutique et surtout éviter les séquelles que va laisser cette pathologie, d'où l'intérêt de sa prévention. Donc sur le plan anatomique, on peut dire que le rachis sur une vue de face, il est rectiligne. Par contre, sur le profil, il présente des courbures et ce sont des courbures physiologiques qui vont diminuer les contraintes. Et toute modification de cette anatomie normale va aboutir à une pathologie architecturale qui va engendrer des douleurs. Le rachis lombaire, il est situé entre deux charnières. Une charnière supérieure, c'est la thoracolombaire, et une charnière inférieure, c'est la lombosacrée. Et par conséquent, c'est une région très sollicitée. Si on voit une vertèbre, elle est formée par un corps, un plateau, un pédicule, ensuite processus transverse, processus épineux et processus articulaire. Et entre les processus articulaires, il existe une région qui est fragile, qu'on appelle l'isthme. Et cet isthme peut être le siège de fracture. Quels sont les moyens de fixité ? Plusieurs. Le ligament vertébral commun antérieur qui est en avant et le ligament vertébral commun postérieur, le ligament flavum ou bien le ligament jaune, ligament interépineux, supraépineux, tous ces ligaments peuvent être le siège d'allongement ou d'élongation responsable de douleur.
deux vertèbres limitent entre elles un orifice, un foramen. C'est ce qu'on appelle le trou de conjugaison, à travers lequel sort le nerf rachidien. Chaque étage fait sortir un nerf. Ce nerf, quand il émerge, il va donner deux racines. Une racine postérieure et une racine antérieure. Regardez la racine antérieure, c'est le rameau antérieur. Il va donner des branches qui vont revenir vers le canal médulaire. Ils vont revenir, c'est ce qu'on appelle le nerf sunivertébral. Et ce nerf sunivertébral, il va innerver aussi bien les méninges que le ligament vertébral postérieur. Donc le ligament vertébral postérieur qui est situé juste derrière le corps est fortement innervé. Il est en rapport avec quoi? Il est en rapport avec le disque intervertébral. Et toute compression, toute élongation, toute irritation de ce ligament va engendrer une douleur, c'est le lumbago. Par contre, la racine postérieure, elle va vers l'arrière, elle va innerver les muscles paravertébraux. Donc, toute irritation de la racine nerveuse va entraîner une contracture réflexe de ces muscles, responsable de la limitation du mouvement et responsable de la raideur. Si on va vers le disque vertébral est formé de deux parties. Il est formé d'une partie centrale qui est en forme de gel, c'est le nucleus pulposus, et une partie périphérique en forme de pulpe d'oignon qui est lamellaire. C'est la zone de résistance. Par contre, les nerfs, nous avons deux plexus. Le premier plexus, c'est le plexus lombaire. Le plexus lombaire va donner des racines nerveuses dont la branche terminale est le nerf crural. Le nerf crural, c'est le nerf qui va descendre en avant de la cuisse. C'est lui qui va innerver le quadriceps, et toute hernie, toute pathologie au niveau de la région lombaire haute va donner ce qu'on appelle des cruralgies. C'est-à-dire ce sont des douleurs qui vont se projeter en avant, pas en arrière. Par contre, le plexus sacré va donner le nerf sciatique, et le nerf sciatique va passer à travers le foramen infrapyramidal au niveau de la région fessière. Il va descendre à la face postérieure de la cuisse jusqu'au genou. Il va se diviser en deux branches, sciatique, poplité externe et interne, jusqu'au pied. Donc toute irritation du nerf sciatique va donner des douleurs postérieures qui vont irradier vers tout le membre inférieur jusqu'au pied. Sur le plan physiologique, la colonne lombaire est une colonne constamment sollicitée. Elle supporte une importante composante concernant le poids corporel. On compare le bassin et la colonne vertébrale comme un mât. C'est le mât de bateau. Donc, il faut que les cordages soient symétriques. S'il y a une asymétrie, s'il y a un déséquilibre, comme on le voit chez ces personnes qui ont un gros ventre, donc il y a un déplacement du centre de gravité vers l'avant, il y a un déséquilibre, donc il va hyper solliciter le rachis responsable de lombalgie. Quels sont les mouvements au niveau du rachis? Deux types de mouvements. Le premier, c'est le mouvement d'extension. C'est un mouvement qui est bénéfique. Pourquoi bénéfique? Parce que lors de l'extension, le disque vertébral est comprimé en postérieur, et par conséquent, le disque a tendance à partir vers l'avant. Par contre, lors de la flexion, la compression se fait en avant et le disque a tendance à reculer en arrière. Or, en arrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le ligament vertébral commun postérieur qui freine le disque. Et ce ligament, on a dit au début qu'il est fortement innervé. Et quand il est comprimé, il va donner la fameuse douleur lombaire aiguë, le lumbago. Donc, il y a une bascule postérieure. Et si ce ligament est déchiré, on va assister à une hernie exclue. C'est ce qu'on appelle la hernie exclue qui dépasse le ligament et qui va comprimer le nerf, voire même la moelle parfois, donnant un syndrome de queue de cheval. Si on voit la colonne de l'enfant, c'est une colonne qui est fortement hydratée. Regardez le disque, il est brillant, il est épais, il est fortement hydraté. Donc le nucléus est très volumineux. Et la largeur des ligaments intervertébraux, la même chose, et ce sont des ligaments qui sont épais. Par contre, avec l'âge, et on commence à vieillir, à partir de quel âge on commence à vieillir? On commence à vieillir à partir de 25 ans.
Donc, à partir de 25 ans, c'est déjà, on commence à vieillir. Vous êtes étonnés, pourquoi? Parce que le vieillissement, ce ne sont pas les rides sur le visage. Le vieillissement est un vieillissement physiologique, c'est-à-dire il y a un changement du métabolisme au niveau du disque. Le disque commence à se déshydrater. Donc, c'est une dégénérescence discale par déshydratation. Et cette déshydratation, elle va donner une dyscarthrose lombaire, associée bien sûr à la région lombaire qui est fortement sollicitée. Donc il va y avoir des microtraumatismes. Et ces microtraumatismes secondaires à une hypersollicitation, ce qui va aboutir à des fissurations. Fissurations à quel niveau? Au niveau de l'annulus fibrosus. Or, la partie centrale est gélatineuse, elle va migrer. Comme vous le voyez sur le schéma, donc le disque, il va être comprimé et il va migrer et comprimer la racine nerveuse. Regardez un disque d'un jeune et regardez un disque dégénéré. Donc, il y a une forte altération discale. Deuxièmement, les atteintes articulaires. Les articulations, ils jouent un rôle de guidage. Donc, ils guident le rachis, ils empêchent le déplacement. Mais l'arthrose à ce niveau, c'est une dégénérescence au niveau articulaire. Troisième cause, les ligaments. Les ligaments, ils permettent la stabilité du rachis, mais leur étirement ou bien une déchirure, elle va entraîner une entorse. C'est une entorse qui va être douloureuse, mais malheureusement, cette entorse, elle ne sera pas diagnostiquée parce que les investigations ne permettent pas de détecter cette entorse. Troisièmement, les muscles. Les muscles au niveau de la région lombaire, ce sont les muscles spinaux. Le transversaire épineux, l'interépineux, l'épiépineux, le long dorsal, l'iliocostal, ce sont les muscles de la région lombaire qui forment la masse commune. Et la conséquence, c'est quoi? On l'a dit, une irritation de la racine va entraîner quoi? Un réflexe sensorio-moteur responsable de contracture. Donc, parmi les éléments qu'on va trouver, la contracture. Sinon, une déchirure. Et chez le lombalgique chronique, comment vont devenir ces muscles? Ils vont s'amyotrophier. Donc c'est mauvais. Il faut entretenir ces muscles parce que l'entretien de ces muscles va éviter les récidives. Comment on classe les lombalgies? Donc il existe différents types de lombalgies. Donc selon la durée, on l'a dit, il y a des lombalgies aiguës. Quand la crise il survient, et ne dépasse généralement pas 4 semaines. Par contre, s'il dépasse 4 mois, il devient chronique. Et s'il se répète dans l'année, dans la même année, il y a une répétition de plusieurs épisodes, on parle à ce moment-là de récidivante, avec un risque, bien sûr, de passer vers la chronicité. Selon l'étiologie, 2 cadres nosologiques. Les lombalgies communes sont secondaires, soit à une hernie discale, à une dyscarthrose, et des lombalgies secondaires spécifiques, secondaires soit à des tumeurs, des inflammations, des spondylodycites, des infections vertébrales, etc. 2 grands groupes de pathologies. Pathologies mécaniques, ce sont des douleurs, et ça, tous ces éléments, on va les chercher à l'interrogatoire. Donc des douleurs mécaniques qui sont déclenchées par l'effort, elles surviennent surtout lors de la mobilisation, et ils sont calmés par le repos. Par contre, il y a des douleurs de type inflammatoire et ce sont des douleurs qui réveillent le malade, le patient la nuit et le matin, bien sûr, le dérouillage matinal avec des douleurs. Maintenant, après avoir vu ces généralités, on va passer aux étiologies. Et ça, c'est important. Quelles sont les étiologies des lombalgies d'abord communes? La première étiologie, la dyscarthrose, et on a déjà dit un mot. La dyscarthrose ou discopathie dégénérative, c'est une dégénérescence. Dégénérescence, plusieurs étiologies. Elle est définie par une usure irrémédiable du disque intervertébraux, comme vous le voyez ici. Donc, ce qui va aboutir à une arthrose vertébrale. Deuxième cause, ce sont des lombalgies qui surviennent à la suite soit d'un effort de soulèvement, et ça c'est fréquent, à la suite d'un faux mouvement, d'un étirement, une mise en tension de la région lombaire. Et ils vont donner l'aspect de ce qu'on appelle le dos cassé. Donc le patient, il va avoir une sensation de blocage rachidien. Il va vous dire que même le matin, il ne peut pas se pencher
pour se laver le visage. Il ne peut pas mettre ses chaussettes, etc. Donc c'est une sensation de cassure avec une contracture paravertébrale. La troisième, c'est la hernie discale. La hernie discale, elle est créée par une hypersollicitation, hyperpression au niveau du disque et on a expliqué comment. Donc cette hernie, elle peut s'extérioriser et qu'est-ce qu'elle va donner? Le nucleus pulposus, il va faire saillie dans le canal rachidien et il peut être l'épine irritative au niveau de la racine. Comme on le voit ici sur cette IRM, on voit les vertèbres supérieures subnormales et L4, L5, L5, S1, siège de hernie. Deuxième chose, la douleur radiculaire, puisque la hernie, elle va irriter la racine, on va avoir une douleur radiculaire. Et qui dit radiculaire, elle va se propager, se prolonger, elle va irradier le long du trajet de la racine. Donc, elle est exacerbée par l'effort. Elle va vous dire, quand je tousse, j'ai mal. Quand j'éternue, j'ai mal. Quand je fais un effort, j'ai mal. Deuxièmement, elle est déclenchée par l'augmentation de la pression abdominale. Quatrième cause, les spondylolisthésis. Qu'est-ce que c'est que spondylolisthésis? C'est une lyse ismique. Lyses ismiques peuvent avoir deux origines. Soit une lyse ismique chez le jeune, elle est favorisée par l'hypersollicitation sportive, chez les grands gymnases par exemple, à cause de l'hyperextension du dos. Avec le temps, il y a ce qu'on appelle une fracture de fatigue. Donc l'isthme qu'on a vu dans le rappel, il se fracture et il devient symptomatique chez l'adulte. Par contre, chez le sujet âgé, elle est toujours d'origine dégénérative, c'est-à-dire à la suite d'une arthrose. Une arthrose interapophysaire va rendre l'articulation rigide et ils vont se fracturer à ce niveau. Donc spondylolisthésis, comme vous le voyez ici, entre L4 et L5, donc L4 et L5, il y a un glissement du rachis vers l'avant, et avec une lyse ismique. L'arthrose interhypophysaire, c'est une arthrose au niveau des articulaires. Au niveau des articulaires, c'est une dégénérescence du cartilage. C'est une pathologie post-sécontaine. Ensuite, la maladie de Shiverman, tout le monde la connaît, c'est ce qu'on appelle une dystrophie rachidienne. C'est une anomalie de croissance. Et c'est une anomalie qui va toucher surtout l'adolescent, entre l'âge 11 ans et 13 ans. Donc, chez un jeune, 13-14 ans, s'il a mal au niveau du dos, il faut penser à cette maladie. Les entorses lombaires, différents degrés, soit étirement, déchirure ou bien une déchirure complète. L'inégalité de longueur. Quand il y a une inégalité de longueur, on va avoir un bassin qui est asymétrique. Or, le bassin asymétrique va entraîner une déviation du rachis. C'est ce qu'on appelle la scoliose. Et puis, cette scoliose, elle est responsable de quoi? Responsable d'une hypersollicitation du rachis et par conséquent, les douleurs. Les arthroses interépineuses, elles se voient chez les gens qui sont hyperlordosiques, qui ont une hyperlordose. Donc, il y a création d'une nouvelle articulation entre les processus épineux. Ensuite, le deuxième volet de la question, ce sont les lombalgies secondaires ou inflammatoires. Quand il existe un syndrome rachidien, elle traduit une souffrance des éléments ostéodisco-ligamentaires. Et ce syndrome rachidien, il regroupe trois éléments: la douleur, la limitation des amplitudes et la déformation. Donc, exemple, les infections disco-vertébrales, la spondylodicite qui continue à poser des problèmes. Et la spondylodicite, le plus souvent, elle est d'origine tuberculeuse, comme elle peut être d'origine non spécifique, 2 à 7% des ostéomyélites. Exemple, voici un exemple. Un jeune patient de 27 ans qui souffre depuis 2 mois de douleurs lombaires nocturnes avec amaigrissement, sueur, donc c'est le tableau de la tuberculose. Regardez la radiographie, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a un pincement entre T9, T10, T10, T11, comme on peut le reconnaître par les côtes, et puis il y a un fuseau paravertébral qui témoigne de la diffusion du pus qui provient des vertèbres, comme on le voit sur la radiographie du milieu et sur l'IRM avec une destruction disco-vertébrale et l'apparition de fuseaux, comme c'est confirmé ici sur l'IRM qui montre très bien des images lithiques avec destruction disco-vertébrale. Pathologie tumorale. La pathologie tumorale, ça peut être une pathologie que ce soit primitive, c'est le rachis qui est le point de départ, ou bien secondaire. Et quand il est secondaire, rappelez-vous PPRST.
PPRST, c'est-à-dire poumon, prostate, rein, sein, thyroïde. Ce sont les tumeurs ostéophiles qui aiment et qui adorent aller vers le rachis, ou bien bénignes telles que les ostéomes ostéoïdes. Troisième, c'est la pathologie inflammatoire. Le plus souvent, quand on est devant un jeune, 25, 30, 35 ans, qui se plaint de douleurs, qui commence au niveau de la région fessière et qui irradie vers le rachis, il s'agit d'une spondylarthrite ankylosante. Donc, atteinte axiale à point de par pelvis-spondylite, comme on le voit ici. Pathologie métabolique, les ostéoporoses chez le sujet âgé, ils peuvent avoir des douleurs aiguës, comme on témoigne ici le rachis avec un tassement, une diminution de la hauteur, un tassement avec effondrement au niveau de la vertèbre. Les ostéomalasies, c'est le déficit en vitamine D, responsable lui aussi de déformation et de douleur. Quand il n'existe pas un syndrome rachidien, c'est une douleur projetée. Projetée d'où? C'est une douleur extra-rachidienne. Et ça, c'est un diagnostic différentiel. Donc, elle vient d'où cette douleur? Elle vient de l'abdomen. Elle vient soit de l'aorte. C'est un anévrisme. C'est pour cela qu'il faut toujours, quand on n'a pas un syndrome rachidien, il faut ausculter la région rachidienne, à la recherche d'un souffle qui témoigne d'un anévrisme, ou bien d'une pathologie rénale, une tumeur rétropéritonéale, ou bien une tumeur pelvienne. Donc, on arrive au diagnostic. Comment on va mener ce diagnostic? Ce diagnostic, c'est une approche méthodique, bien sûr, qui repose sur un interrogatoire, des examens physiques et plus ou moins paracliniques. Il faut éclaircir un certain nombre de points, tels qu'il y a 2 cadres nosologiques. Il faut séparer d'emblée entre 2 types de lombalgie, commune et secondaire. Deuxièmement, 2 grands principes. Ne pas méconnaître une pathologie grave. Et c'est ça la chose à laquelle il faut insister. Deuxièmement, il ne faut pas s'installer une lombalgie chronique. Il faut déterminer le type et quelques idées qui sont fausses qu'il faut corriger, telles que diagnostic, faire un bilan d'imagerie systématique devant toutes les lombalgies. Scanner, IRM, scintigraphie, écho... Non. Deuxièmement, un scanner IRM permettent toujours de détecter l'étiologie. Non, c'est faux. On peut avoir des lombalgies alors que toute la panoplie d'examens qu'on réalise sont normaux. Au point de vue étiologique, les lombalgies sont toujours dues à un traumatisme, d'un soulèvement. Non. Thérapeutique, la hernie discale impose toujours la chirurgie. Non. Lombalgie oblige à arrêter toute activité. Non. Le repos au lit, c'est la base du traitement médical. Non. Donc, tous ces éléments, ça a été confirmé que ce n'est pas vrai. Donc, l'interrogatoire, c'est classique, l'âge, le mode de début, rechercher des signes fonctionnels, chercher des radiculalgies, l'efficacité des traitements antérieurs et un facteur déclenchant. L'examen physique, à l'inspection, on doit analyser la statique de la vertèbre à la recherche d'une déformation, syphose, hyperlordose, etc. Et puis chercher une attitude ontalgique devant une douleur aiguë, rectitude, contracture ou bien une latéroflexion. À la palpation, on doit palper d'une part les processus épineux et deuxièmement la région paravertébrale. Donc, contracture paravertébrale, les points douloureux s'ils siègent au niveau des épines, ils orientent vers une pathologie au niveau discovertébral. Ou bien en paravertébral, elle oriente vers une pathologie arthrosique. Le signe de Schobert, comme vous le connaissez, on mesure une distance de 10 cm, on demande au malade de se pencher, elle doit augmenter de minimum de 5 cm, sinon c'est une raideur. De même, la distance main-sol, moins de 20 cm c'est normal, plus de 20 cm c'est une raideur, et on doit chercher une gibbosité. L'examen neurologique, il doit rechercher soit une cruralgie, ce sont des douleurs antérieures, une sciatique, c'est une douleur postérieure. Et le signe de la SEG, je passe, témoigne d'une radiculalgie et un conflit radiculaire. Pour une compression de L5, la douleur, elle va irradier jusqu'au premier orteil. S'il y a un déficit, le patient ne peut pas marcher ou se mettre sur les talons. Et s'il y a une lésion ou bien une paralysie S1, la douleur, elle va irradier jusqu'au 5e orteil. Et on demande aux patients de se mettre sur les pointes ou bien marcher sur les pointes des pieds et on cherche le réflexe achillien.
L'examen général, bien sûr, pour ne pas passer à côté d'une tumeur autre, l'abdomen, le pelvis, la racine de la cuisse et les adénopathies. Et à la lumière de cet examen, nous sommes orientés. Quels sont les éléments en faveur d'une lombalgie symptomatique? Premièrement, l'horaire inflammatoire. C'est une douleur progressive. Il existe une pathologie associée, c'est-à-dire que le malade est suivi pour une pathologie tumorale, existence de signes généraux et l'existence des signes radiologiques, et le bilan inflammatoire est perturbé. Tous ces éléments orientent vers une pathologie inflammatoire. Par contre, lombalgie commune, il n'y a pas de signe radiologique, il y a une douleur de type mécanique et le bilan est normal. Quel examen complémentaire à demander? L'examen, il est en fonction de l'interrogatoire, en fonction de l'examen clinique. Il n'y a pas un examen systématique. Mais la persistance de la douleur à la suite d'un traitement bien conduit ou bien en présence de signes secondaires, la prescription, elle devient nécessaire. Donc la radiographie parfois normale en cas de lombalgie, il y a un arbre décisionnel qu'on va analyser ensemble. L'arbre décisionnel, il est suivant. Si on est devant une pathologie de type mécanique, et il y a une lombalgie aiguë, il vient de paraître, alors qu'il n'y a pas de signe de gravité. Il s'agit d'un lombago chez le sujet jeune. Quand il s'agit d'un sujet âgé plus que 60 ans, ce n'est pas un lombago, il faut penser à un tassement vertébral. Parce que les vertèbres sont fragiles, il n'y a pas de raison qu'il fasse un lombago, c'est à la suite d'un tassement. Et par conséquent, il faut une exploration du rachis. Et cette exploration, elle fait appel à une ostéodensitométrie et au besoin une TDM. S'il s'agit d'une lombalgie chronique à ce moment-là, c'est une pathologie soit discale, ou bien une arthrose, une fibrose, une pathologie articulaire ou bien une anomalie de la statique. De toutes les façons, il n'y a pas de signe d'alerte, il n'y a pas de signe de gravité. Il faut orienter le bilan vers ce sens, c'est-à-dire il faut une exploration radiologique pour chercher quelle est l'étiologie de cette lombalgie qui est chronique, qui a dépassé 3 mois. Par contre, quand il y a une pathologie inflammatoire, c'est-à-dire le bilan est anormal, VS accéléré, CRP accéléré, ou bien il y a d'autres signes, la NFS qui montre une hyperleucocytose ou bien des signes d'infection, à ce moment-là, il faut éliminer d'abord une origine viscérale projetée. Si on est devant un patient supérieur à 60 ans, il faut s'attendre au pire. Il faut s'attendre à quelque chose de malin. Donc, c'est une métastase jusqu'à preuve du contraire, ou bien un cancer primitif, ou bien un myélome. Et le bilan, bien sûr, c'est une électrophorèse des protéines, une IRM, et surtout ne pas oublier la calcémie. 1 minute, professeur. Oui. 1 minute. D'accord, merci. Donc, ne pas oublier la calcémie, parce qu'il y a un risque d'hypercalcémie maligne. Chez le jeune, SPA ou bien une infection. Les causes rares, je passe. Donc le traitement, on arrive au traitement, si vous pouvez m'excuser quelques minutes, s'il vous plaît. Pas 2 minutes. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Donc le traitement, on arrive au traitement. Quand on est devant une lombalgie commune, le traitement, lombalgie aiguë, il y a un consensus actuel. En général, il est de bon pronostic. On fait appel aux antalgiques, les anti-inflammatoires. Pas de rééducation dans l'immédiat parce que sinon on va aggraver les douleurs. Et pas d'infiltration dès le premier coup. Et s'il y a une douleur importante, on peut autoriser une orthèse rigide, mais pas plus qu'une semaine, 10 jours. Pourquoi? Parce que l'orthèse, elle va affaiblir, comme on a dit, affaiblir les muscles et elle va entraîner la récidive. Le repos au lit est à proscrire, c'est-à-dire qu'il faut que le patient maintienne une activité dans la limite de la douleur. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude comparative entre les gens qui ont eu un repos strict et des gens qui ont continué à bouger à la limite de la douleur. Ce deuxième lot, ils guérissent plus vite. Le repos au lit prolongé entraîne un affaiblissement musculaire. La kinésithérapie secondaire est à la base du traitement. Il faut orienter les malades vers le kinésithérapeute après traitement
Ça permet d'équilibrer les haubans du bateau et ça permet de prévenir les récidives. Pour les lombalgies chroniques, il est indispensable d'avoir recours à une prise en charge multidisciplinaire. Pourquoi? Parce que ces lombalgies chroniques sont secondaires à un contexte, pas à une pathologie. Et c'est quoi ce contexte? Il faut déterminer les facteurs de la chronicité. Pourquoi ce malade est passé vers la chronicité? Soit que les conditions de travail sont mauvaises, ou bien il y a un stress permanent, ou bien il y a une insatisfaction au travail, ou bien il y a une dépression. Combien de déprimés consultent pour une lombalgie et ce n'est pas la lombalgie, c'est la dépression. Donc c'est pour cela, à côté de la place royale du médecin généraliste qui va recevoir ce patient, il y a d'autres intervenants tels que les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les psychiatres, l'ergonome et le médecin de travail pour essayer de... Donc c'est pour cela qu'il faut staffer ce malade, il faut une prise en charge multidisciplinaire. Maintenant, les lombalgies chroniques, qu'est-ce qu'il faut donner? Traitement symptomatique pour les crises aiguës. Et bien sûr, la masso-kinésithérapie, renforcement musculaire, le sport, et puis le traitement préventif, l'éducation des personnes qui sont exposées, conseils d'hygiène orthopédique, surtout les conduites, il faut bien placer le siège. Jamais un siège à 90 degrés en voiture. Le siège doit être à 120 degrés. De telle sorte que les avant-bras soient en extension. Parce qu'à 90 degrés, c'est le maximum de poids au niveau de la région lombaire. Conditions de travail, programme d'adaptation, lombostase systématique, pas d'effet protecteur. On peut considérer que la lombalgie est une maladie professionnelle. Quelles sont les indications? Et je termine avec les indications. Devant une hernie discale sans conflit disco-radiculaire, le traitement, c'est un traitement médical. Donc anti-inflammatoire, antalgique, vitaminothérapie B et D aussi, kinésithérapie. Hernie discale avec conflit, c'est la chirurgie. Et puis, dyscarthrose. À ce moment-là, ça dépend. Si la dyscarthrose est localisée et gênante avec un conflit, c'est la chirurgie. Sinon, c'est le traitement médical. Ensuite, spondylolisthésis. L'embostat pour prévenir le déplacement, et bien sûr, il faut aller vers la chirurgie pour stabiliser. Bach-Troup ou bien syndrome de Maine. Syndrome de Maine, c'est une névralgie du 12e nerf intercostal. Elle est due à une irritation. Le syndrome de Bach-Troup, c'est ce qu'on appelle l'articulation interépineuse. Le traitement, c'est l'infiltration. Infiltration aux corticoïdes. Et quand il s'agit d'un canal lombaire étroit, c'est la chirurgie, c'est ce qu'on appelle la laminectomie. Avant, on peut essayer les infiltrations, bien sûr. Les lombalgies symptomatiques maintenant, secondaires à une pathologie, c'est normal que le traitement sera étiologique. En conclusion, la lombalgie n'est pas une maladie, mais c'est un symptôme. Et il faut chercher l'étiologie de cette douleur. Le but, c'est d'éliminer une pathologie secondaire. Les épisodes aigus, lombalgie commune, bien que pouvant être douloureuses, se relevant en général, c'est-à-dire d'un traitement médical et sans séquelles. Il faut recommander une activité physique régulière en cas de lombalgie non spécifique. Et bien sûr, traitement de la crise. Les lombalgies chroniques doivent bénéficier d'une prise en charge multidisciplinaire. Et je vous remercie. Merci, professeur. Pour ne pas trop empiéter sur les prochaines exposés, on va poser 2 questions pour le professeur. Il y a une dame. Il y a le micro. Hamzaoui Ftihia de Bni Mellal. Donc, merci pour votre exposé très instructif. S'il vous plaît, ma question, c'est la place des antiépileptiques dans les lombalgies. Merci. C'est-à-dire les gabapentines. Ouais. Ouais.
dans le traitement de la crise aiguë, en général, on fait appel aux antalgiques palier 1, palier 2. Mais quand la douleur persiste, quand il y a des douleurs de type neuropathique parfois, on peut avoir à côté de la lombalgie des douleurs en ceinture, par exemple, qui ne sont pas systématisées. En général, quand il y a un conflit disco-radiculaire, la douleur est systématisée. Ça veut dire qu'elle va tracer le trajet du nerf de la racine et le malade, il peut la décrire avec le doigt. Mais quand il y a des douleurs qui ne sont pas systématisées, c'est-à-dire douleurs en ceinture, douleurs qui irradient vers le haut, etc., on peut faire appel à ce genre de traitement et qui donne de bons résultats. Je vois, il y a pas mal de patients qui gardent des douleurs de ce genre et la solution, c'était le recours à ce genre de médication. La deuxième question. Mohamed. Merci, professeur, pour cet exposé très clair, mais je veux poser la question sur les traitements. Alors, je reprends ma question sur les traitements, je dirais la hijama, je ne sais pas, l'acupuncture et tout ça. Est-ce qu'ils ont une place dans le traitement de lombalgie ou c'est n'importe quoi? Merci. Pour répondre à cette question, sincèrement, je n'ai aucune expérience sur ça. Professeur, merci.